Les vraies voix sur Sud Radio avec Arthur Delaborde, Caroline Pilastre et avec Aurore Boyard. Tout de suite, place à notre grand débat. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. La question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio pour notre grand débat, selon vous, est-ce que le mouvement anti-pass sanitaire qui prévoit des manifestations partout en France demain va s'essouffler, stagner ou continuer à progresser? Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300, que vous ayez prévu ou non de manifester. Évidemment, on accueille notre invité Jean Petot. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes politologue. Certains de nos confrères dans d'autres médias citent des notes des renseignements français qui s'attendent à voir 250 000 personnes manifester demain en France à peu près. Ce serait encore davantage que la semaine dernière. Est-ce que c'est la première fois dans l'histoire qu'on voit d'une part, un mouvement social tous les samedis, en juillet et en août, et deux, en plus, qui progresse toutes les semaines? Oui, qui progresse toutes les semaines, alors ça n'a rien d'original. La dernière, j'allais dire, référence possible, c'est le mouvement des Gilets jaunes qui, à partir du mois de novembre, mi-novembre 2018, a connu une croissance hebdomadaire régulière. Alors, pardonnez-moi, Jean Petot, c'est pas le souvenir en termes de nombre de manifestants, c'est le souvenir inverse que j'en ai gardé. C'est-à-dire que vous aviez 300 000 à peu près, d'après le ministère de l'Intérieur, le 17 novembre de cette année, mais chaque samedi, il y en avait quelque chose comme 20 ou 30 000 de moins. Là, c'est le contraire qui se passe. Pardonnez-moi. Non, je pense qu'elle a décru, elle est forte à partir au moment de décembre, mais il y a une montée en puissance, en particulier en région à ce moment-là. Alors, ce qui est clair, c'est que un mouvement qui augmente à peu près de 30 à 40 000 personnes chaque semaine. Moi, j'avais déjà indiqué à peu près vers le 23 juillet que ce mouvement pouvait continuer à croître parce que tout simplement la période, d'une certaine façon, très très, pour le coup, originale, tout à fait inédite de manifester entre le 15 juillet et le 15 août, d'une certaine façon, est propice aussi à des mobilisations qu'on appelle non conventionnelles, c'est-à-dire fortement basées sur les réseaux sociaux, sur un impact média. Il ne faut jamais oublier qu'en France, et c'est accentué par la crise Covid, un Français sur deux ne prend pas de vacances, donc j'allais dire le samedi, il a du temps disponible pour manifester. Comment on explique que dans certaines villes, on va y revenir avec notre vraie voix toulonnaise, Aurore Boyard, la participation soit assez spectaculaire? Je reprends cet exemple la semaine dernière, 19 000 personnes d'après le ministère de l'Intérieur à Toulon, juste à côté, à moins de 50 km, à Marseille, deuxième ville de France. Seulement 6 000, c'est 3 fois moins. Oui, c'est vrai, vous avez raison. 19 000 personnes à Toulon, je crois 17 000 à Paris. Donc effectivement, on voit des oscillations, en tous les cas des spécificités. Alors ça peut tenir au fait que, vous savez, les réseaux sociaux sont beaucoup de micro-communautés, et il y en a qui, j'allais dire, sont plus dynamiques que d'autres. Alors vous avez aussi des effets. Alors moi je suis pas un adepte de la théorie des climats. On est sorti de cette théorie qui est bien ancienne. Mais vous avez quand même eu un certain nombre d'aléas météorologiques qui ont pu aussi faire que dans des cas ou dans d'autres, les choses se sont plutôt apparues favorables pour les manifestations. Mais on peut raisonnablement estimer qu'il faisait à peu près le même temps à Toulon qu'à Marseille la semaine dernière et qu'il y a 3 fois plus de monde à Toulon. Tout à fait, oui. Alors, écoutez, ça fait partie un peu de des inconnus de tous ces mouvements sociaux auxquels on assiste depuis 3-4 ans, qui sont compliqués à documenter, qui sont compliqués à investiguer. Et vous avez certainement en tête tous les débats sur mais qui manifeste, quels sont les profils des manifestants. Et le mot qui revient le plus souvent, c'est l'hétérogénéité. C'est une façon de dire que c'est bien compliqué d'en saisir les profils types. Et vous en avez tous les profils politiques, y compris d'un extrême à l'autre, mais pas seulement de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, loin s'en faut. Aurore Boyard, en direct de Toulon pour les vraies voix Sud Radio, je le disais, c'était le record de France la semaine dernière chez vous. Oui, tout à fait. Je pense que demain, nous aurons aussi encore énormément de manifestants. On risque d'égaler le record de la semaine passée, voire même de l'augmenter. Alors, Toulon, il faut savoir quand même, je pense que c'est lié à cette ville, d'abord qui est dans le sud de la France. Par ailleurs, Toulon est une ville guerrière, comme je disais tout à l'heure. Il ne faut quand même pas oublier que Toulon a connu beaucoup de catastrophes. C'est un port militaire. En 1720, on a eu la peste. Toulon a été confiné pendant 1 an.
100 000 morts en Provence. Ils ont vaincu la peste. Et quand ils ont levé le confinement petit à petit, il faut savoir qu'il y a eu 200 mariages très rapidement. Donc je dirais que les Toulonnais, les Varois ont une force et une envie de vivre assez incroyable. Je rappelle aussi que Toulon, c'est le sabordage de la flotte en 1942. Ça prouve que pour éviter que cette flotte ne tombe entre les mains des Allemands. Mais quand les Allemands avaient commencé à envahir, enfin occuper officiellement ce qu'on appelait faussement la zone libre. Tout à fait. Ça veut dire que Toulon est une ville qui est prête à se sacrifier, et ça c'est important. Elle se peut se demander est-ce qu'elle n'est pas prête à tous les sacrifices. Et puis je vous rappelle aussi que nous avons le RCT. Qu'est-ce qu'on dit à Toulon? Le rugby club toulonnais. On dit deux choses. Oui. On dit on craint des gains. Ça veut dire on craint rien. Vous n'êtes pas les seuls à le dire. On craint personne. Aussi, hein. Oui, mais nous on le montre. Regardez. Voilà. Et vous le montrez. C'est la On différence. craint des gains. Et on dit quoi? Les terribles guerriers de la rade qui descendent de nos montagnes. Donc, ça c'est le côté un petit peu amusant. Mais Toulon c'est vraiment une ville. Moi ça fait 30 ans que je suis plus toulonnaise. Ouais, je suis plus toulonnaise et varoise maintenant que tourangelle. C'est une ville de caractère, c'est une ville frondeuse, c'est une ville qui est peut-être jusqu'au boutiste, qui a le courage de ses opinions. Et ça, c'est important. Et les gens, autant ils peuvent accepter le vaccin, parce qu'à Toulon, on vaccine beaucoup, mais autant, franchement, ils sont anti-pass sanitaire. Voilà, et ils ont le courage de leurs opinions. Et en tout cas, ils le montrent. Jean Petot, toujours avec nous, notre invité politologue. Justement, tiens, distinction intéressante faite par Aurore Boyard. On peut être pro-vaccin et anti-pass sanitaire. C'est démontré chaque samedi ou pas, dans les faits? J'ai démontré, ça fait partie de l'hétérogénéité des profils, en effet. Voilà. Et d'ailleurs, on peut aussi concevoir que des personnes qui se sont fait vacciner et par ailleurs une position de principe, j'allais dire philosophique ou idéologique, qui ramènerait par exemple à ce qu'on appelle le libertarisme aux États-Unis, c'est-à-dire un primat de l'individu. En écoutant Aurore Boyard, je me disais quand même que je ne suis pas persuadé que tous les manifestants de Toulon aient un tel niveau de culture historique et générale sur leur ville qui les inciterait ainsi à manifester. Ou alors il fallait rappeler aussi qu'en 1995, Toulon a été une des villes qui a voté Front National et extrême droite aussi quand même. Alors vous voyez le lien, c'est un côté fondeur aussi. Mais ça prouve quelque chose, bien sûr. Ça prouve un caractère politique en tout cas distinct. Venez prendre l'air de Toulon. Vous verrez quand même. Je ne suis pas sûr que Jean Petot soit contre, on est toujours d'accord. Restez avec nous. Moi, je ne veux pas de commentaires. Je suis assez satisfait de l'air de Bordeaux. Voilà, vous avez raison. Chacun sa ville, chacun sa manifestation. On pourrait le dire aussi ainsi pour parler de ces manifestations qui sont prévues demain dans toute la France. 0826 300 300. Vous témoignez aussi, chers amis, sur Sud Radio. Vous témoignez et vous nous appelez. On donnera la parole à la personne qui nous appelle dans quelques instants. Le temps de régler un petit problème téléphonique. Et Caroline Pilastre, ça va s'essouffler, ça va continuer à augmenter? Je pense que même si ça s'amplifie, ça ne changera absolument rien. Le gouvernement a gagné. Bon, le pass sanitaire est obligatoire jusqu'au 15 novembre et la vaccination n'arrête pas d'augmenter. On voit les chiffres. Donc, ces gens ont le droit de manifester. Moi, ce que je ne supporte pas, je ne vous parle pas de la minorité radicale, mais la majorité ne sont pas des extrémistes, ce ne sont pas des illuminés. Comme je le dis souvent, ils se posent des questions et ils ne veulent pas être méprisés ni dédaignés. Et c'est ce que fait beaucoup la Macronie, même si je comprends qu'il faut enrayer, éradiquer au maximum cette saleté de Covid. Malheureusement, en termes de pédagogie, de communication politique, ils ont fait tellement d'erreurs qu'il y a une défiance qui, pour moi, crée ce mouvement de fond. Parce que dedans, comme le disait le politologue... Jean Petot, notre invité. Tout à fait, j'avais oublié votre nom. Ça n'est pas que les anti-vax ou les anti-pass sanitaires. Vous avez un mouvement protéiforme aussi que représentaient les gilets jaunes, des gens qui en ont un ras-le-bol total. Véritablement, il y a un mal-être sociétal depuis des années. Monsieur Macron n'est pas uniquement responsable. Tous les politiques depuis 40 ans sont responsables justement de ce qui est en train de se passer en termes de fracture nationale. Et c'est ça qui est effrayant par la suite, parce qu'on entend déjà parler de grosses manifestations syndicales et autres à la rentrée, de manifestations qui vont donc bloquer le pays, empêcher certains commerçants de travailler encore, les commerçants qui sont au bout du rouleau, à peine avoir repris. Donc il faut véritablement penser
plus globalement par rapport à ce mouvement. Ça, c'est votre positionnement. C'est mon positionnement. Et puis moi, j'aimerais simplement dire quelque chose à Monsieur Attal. Je ne sais pas s'il nous écoute. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Exactement. Je suis en désaccord total avec ses derniers propos. C'est-à-dire que lui se targue, se targue que la vaccination est un succès. Certes, on le voit au niveau des chiffres, mais en disant que la majorité a fait preuve de pédagogie, que la majorité, de toute manière, a tellement bien fait les choses depuis le départ de cette gestion de crise que les Français se sont réveillés et se sont tous précipités. Non, parce qu'on va revenir quand même aux choses sérieuses. La majorité des personnes dont je fais partie se sont précipitées sur les plateformes telles Doctolib depuis 3 semaines. Le président de la République, le 12 juillet, quand il a fait son allocution et qu'il nous a dit que si nous n'avions pas le pass sanitaire, nous allions, entre guillemets, être reconfinés chez nous en termes d'activité. 0826 300 300. Jean nous appelle de Dordogne. Bonjour à vous, Jean. Oui, bonsoir, merci de prendre l'antenne. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Merci beaucoup. Je voulais m'exprimer sur un point de comparaison en vous écoutant qui me semble un peu frappant. On a deux mouvements. L'un, les Gilets jaunes qui a démarré il y a 3 ans, ou presque 3 ans maintenant, au départ, comme vous vous souvenez, sur une hausse de carburant, et donc sur une crainte par une partie de la population d'une hausse inexpliquée et inexplicable. Et puis, ça a fait tache d'huile sur d'autres revendications. Là, on a un mouvement qui démarre sur effectivement quelque chose qui a été imposé sans le dire, qui est imposé dans les faits, et les gens qui, je pense, y résistent, puisque c'est le mot qu'on emploie, ne se sentent ni compris, ni représentés, et considèrent probablement qu'on ne leur a pas bien non plus expliqué le sujet. Dans les deux cas, on a en face un pouvoir qui finalement n'explique pas assez, prend des décisions complètement unilatérales, et surtout pas ce que les gens ont à dire une fois qu'une opposition est née. Et j'allais même dire que dans le deuxième cas, il n'est pas impossible que le pouvoir ait clivé l'opposition. Notamment par l'intervention du 12 juillet qui n'a pas été effectivement comprise. L'intervention du président de la République qui annonçait le pass sanitaire. Et c'est presque étonnant, je finis avec ça, de voir qu'un gouvernement qui est parfaitement informé de la manière dont l'opinion fonctionne, ils ont tous les moyens de se renseigner et d'avoir non seulement des sondages, mais des rapports, des comptes rendus des préfets, etc., va, à mon sens, exactement dans la même impasse, en laissant croître un mouvement, finalement, alors qu'il existe des institutions dans lesquelles on doit pouvoir débattre, mais effectivement, ces institutions, comme le Parlement, ne jouent plus complètement leur rôle. Écoutez, ça tombe très bien que vous souligniez ce point, mon cher Jean, qui nous appelait de Dordogne, puisqu'on est avec notre invité, qui est politologue, Jean Poteau. Je suis là, oui, toujours. Vous êtes toujours avec nous sur Sud Radio. La défiance anti-Macron, la défiance anti-gouvernement, ou alors une défiance qui vient d'encore plus loin, qu'on retrouve dans ce mouvement anti-pass? Je pense Caroline Pilas l'a dit, elle est ancienne, cette crise, on va dire, en légitimité, ou ce procès en légitimité politique. Elle est ancienne, et j'allais dire que l'ensemble des formations politiques peut considérer qu'il y a une responsabilité dans l'affaire. Pas seulement les formations qui ont exercé le pouvoir. Oui, bien sûr. Il y a aussi une façon peut-être de se comporter dans l'opposition qui peut participer à la décrédibilisation de la classe politique. Quand on entend notre auditeur Jean qui nous appelle de Dordogne, qui nous dit le Parlement qui ne joue plus son rôle, qui ne sert plus à grand-chose, c'est quelque chose qu'on dit assez souvent. On a le sentiment que le président de la République décrète le 12 juillet dans une allocution le pass sanitaire, et que quoi qu'il arrive, le Parlement rendra une copie qui ressemblera à l'allocution présidentielle. Est-ce que c'est justifié ou pas? Non, je crois que c'est quand même plus nuancé que ça, si je peux me permettre, Jean, que j'écoutais attentivement. Je crois que c'est plus nuancé que ça, parce que, comme on dit traditionnellement, ce qu'on appelle les check and balances, vous savez, c'est cette expression anglaise qui veut dire la vérification et l'équilibre, ça s'est quand même exprimé à plusieurs reprises dans des débats parlementaires qui ont été longs, où il n'y a pas eu de passage en force à coup de 49-3, et puis vous avez eu aussi un Conseil constitutionnel qui s'est prononcé. Alors, cela dit, Caroline Pilastre l'a dit, je crois, au début de son intervention, oui, l'exécutif a gagné en termes de mise en place de cette quasi-obligation vaccinale. Je crois d'ailleurs qu'elle aurait été
bien plus simple si elle avait été officielle. Hein. Je ne suis pas persuadé que ce qu'on appelle le coût du pass sanitaire ait simplifié les choses. Je crois qu'une obligation vaccinale, comme il y a les 11 vaccins pour les petits-enfants des bébés, ou comme on a besoin de se faire vacciner de la fièvre jaune si on veut aller dans des pays subtropicaux, hein, eh bien, ça aurait été plus efficace. Ça aurait, je pense aussi, allégé un certain nombre de choses. Alors après, la question qui se posait, c'est une obligation, c'est une chose, mais comment la faire appliquer, avec quels moyens, et c'est là qu'on bute en doute peut-être sur un principe de réalité. Mais je pense que ça aurait été beaucoup plus clair. Ce serait passé peut-être plus facilement, en tout cas de manière... Forcément. Non, pas forcément, mais... Je n'ai pas dit ça, j'ai dit que ça aurait été plus clair. En tout cas, ça aurait été plus clair et plus assumé. Arthur Delaborde. Alors moi je pense que cette mobilisation devrait monter encore en puissance, tout simplement parce que, je l'ai déjà dit d'ailleurs sur cette antenne, les gens se rendent compte progressivement en appliquant concrètement ce pass sanitaire à quel point il peut avoir des incohérences et des absurdités, et que ça ne peut à mon avis que faire monter le niveau de défiance. Et puis, je prends un exemple tout récent d'ailleurs, il est très difficile de savoir dans quel département, enfin est-ce que le centre commercial de plus de 20 000 carrés dans lequel je vais faire mes courses est concerné par le pass sanitaire? On n'y comprend plus rien. Et puis comme les plages, on parlait des plages, public, privé, pareil. Et par ailleurs, je pense que ça va aussi beaucoup dépendre du rôle non seulement des partis politiques et des syndicats. On sait que par exemple la France Insoumise ou le Rassemblement National d'ailleurs ne sont pas totalement clairs sur le soutien apporté à ces manifestations. Ils soutiennent tous les deux, mais sans être très clairs et sans appeler directement les gens. Ils ne dirigent pas, ils n'appellent pas forcément à manifester. Non, mais il y a de la récupération politique. Ça, c'est un fait avec Philippot et compagnie. Hein. Oui, mais c'est un autre point. Mais je parle des autres partis politiques et puis les syndicats. Que va faire la CGT? On sait que la CGT a dit qu'elle étudiait des moyens d'action éventuellement pour la rentrée. Pour le moment, il me semble qu'il n'y a que vraiment Sud Santé et Sud Rail qui ont appelé directement à faire grève. Ça va évidemment dépendre de la réponse syndicale un peu partout en France. Exactement. Jean Petot, autre question. Pourquoi les hommes politiques ont tant de mal y compris les forces d'opposition, à s'afficher auprès de ce mouvement et même au sein de ce mouvement? On a des soutiens de principe du Rassemblement National, de la France Insoumise, c'est très clair. En revanche, si on demande qui organise ce mouvement ou qui est un des leaders, on va vous dire Florian Philippot. Ah oui, c'est certainement pas Florian Philippot qui est le leader des 130 cortèges que l'on voit en France et des 250 000 personnes qui risquent de manifester demain. Ou alors c'est une divine surprise et ça veut dire que la Covid a des effets époustouflants en termes électoraux. En matière électoraux, oui, voilà. Je ne parle que de l'élection ici. Bon, pourquoi est-ce que les partis politiques en particulier qui prétendent ou qui souhaitent exercer des responsabilités, par exemple à partir de 2022, sont si discrets, j'allais dire aussi pusillanimes? C'est que tout simplement, les politiques sont dans un flou comparable j'allais dire même à la société française. Imaginez que on ait une quatrième et une cinquième vague encore plus grave que ce qui semble s'annoncer et ce qu'on constate par exemple en Martinique ou en Guadeloupe. Imaginez que le taux de mortalité, soit direct, soit par des comorbidités, explose. Eh bien, vous pardonnez-moi de le dire ainsi, mais vous cramez votre carrière politique si vous avez, un temps soit peu, manifesté contre le vaccin. Et donc, du coup, ils prennent de leur sécurité. Immédiatement. Donc, c'est-à-dire que Asselineau et Philippot, qui n'ont aucun avenir politique devant eux, qui peuvent faire de la surenchère. Et c'est vrai que la majorité de la population française est vaccinée aussi, et ça aussi, ça compte au sein de la population. Merci beaucoup, Jean Petot, de nous avoir éclairé sur Sud Radio ce soir, sur notre grand débat. Nous vous posions sur Twitter la question, chers amis, est-ce que selon vous, le mouvement anti-pass sanitaire demain va s'essouffler? Vous répondez, alors s'essouffler 7% seulement, hein, vous ne le voyez pas venir ainsi. Va-t-il stagner? Vous répondez oui à 4%. Va-t-il continuer à progresser? Vous y attendez à 89%.